Bonjour, alors Cathy Maty, je suis responsable du système d'information à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez et chargée de l'aménagement numérique du territoire. Donc je vais aujourd'hui vous présenter, faire un retour d'expérience sur les travaux qu'ont menés mes collègues au sein de la collectivité dans des domaines des risques et de la consommation des espaces naturels. Alors une brève présentation de la communauté de communes. Donc, elle représente 12 communes, un territoire de 56 000 habitants selon l'INSEE, mais qui peut aller jusqu'à 250 000 en haute saison, avec une estimation entre 120 et 140 000 habitants sur la globalité de l'année, avec les résidences secondaires. 43 000 hectares, le territoire, 9 communes soumises à l'application de la loi littorale. Laurent vous en parlera en seconde partie. 100 km de façade maritime, donc avec des problématiques de pollution de l'eau, de baignade. 4 bassins versants, représentant 30 000 hectares du territoire, et 54 km de linéaire total de cours d'eau, avec 4 grands fleuves. Plus de 26 000 hectares de forêt, soit 62% du territoire, soumis au risque incendie. Donc le contexte de mise en œuvre de cette base de données, pourquoi la collectivité a décidé de se doter de cette base de données MOS? Alors évidemment la révision du SCOT. Initialement le premier SCOT datait de 2006 et en 2015 les élus ont décidé de le mettre à jour. Donc pour coller aux lois Grenelle et Allure notamment. Une élaboration de la trame verte et bleue, on en a parlé précédemment. Une aide à la décision communale dans le cadre des révisions des PLU, puisque 9 communes étaient en révision à l'époque, en 2015. Et un support et outils pour des travaux et études sur les enjeux et problématiques du territoire, qui sont la saisonnalité, avec les problèmes de transport, les problèmes d'habitat, avec pour certaines communes 70% de résidences secondaires, et les problèmes liés aux risques incendie, inondation et pollution. Donc, je vais vous rapporter 5 travaux qui ont été menés par mes collègues. Donc, le premier, ce sera une politique intercommunale de la gestion des interfaces. Donc là, le MOS a été un outil d'aide à la décision. Un établissement des profils d'eau de baignade dans la directive cadre. Un inventaire et une caractérisation des parcs à bateaux. L'évolution des peuplements en berge de rivière et un inventaire et évolution des zones humides. Alors, je tiens à préciser que ce ne sont pas des domaines de compétences que je connais. Donc, si vous avez des questions, ça va être un petit peu compliqué pour moi de répondre dans les détails. Alors, au niveau de la politique intercommunale de gestion des interfaces, déjà une interface, c'est une zone de débroussaillement qui vient coller au-delà des obligations légales de débroussaillement. Donc le contexte de l'intercommunalité, nous avions en 2013 12 communes qui travaillaient séparément, donc qui avaient des politiques d'obligations légales de débroussaillement diverses, avec des zones à 50 mètres, 75 ou 100 mètres. Des présences d'interface sur certaines communes, 2 communes, et les autres n'avaient pas du tout de politique d'interface. Et ensuite, des plans de prévention risque feu de forêt présents par application anticipée sur 3 communes. Donc l'objectif de ce travail a été de définir une politique globale et cohérente à l'échelle des 12 communes, une harmonisation des rayons de mise en œuvre des OLD. Je rappelle que la loi prévoit 50 mètres. Et évidemment, élaborer le dossier de déclaration d'intérêt général, parce qu'une commune qui doit faire des travaux sur un terrain privé est obligée d'avoir cette DIG. Donc le MOS a été un élément déclencheur et indispensable pour la mise en place de ce travail. Donc vous avez sur la gauche des zones tampons donc, qui représentent la légalité, c'est-à-dire les 50 mètres autour des bâtis. On se rend compte que si on part que sur cette base-là, il est très difficile de générer une zone uniforme sur tout le territoire.
sachant en plus que 50 mètres, suivant la position de la maison par rapport à la forêt, on va avoir des zones qui vont être complètement aléatoires. Donc mes collègues ont fait un travail de requête sur tout le tissu urbanisé en lisière de forêt, ce qui a donné ce résultat. Chaque zone a fait l'objet d'un traitement identique sur la globalité des 12 communes, avec une prise en compte de l'occupation du sol environnante, de l'historique des feux, de la végétation, de l'exposition au vent dominant. Ce qui a été très important, c'est que le travail a été, je dirais, exhaustif et traité de la même manière sur l'ensemble des communes, puisque chaque commune avait l'impression d'avoir une problématique différente de l'autre. Or, la forêt, qu'elle soit sur une commune ou sur une autre, la problématique est la même. Donc la base de données étant exhaustive sur le territoire, la caractérisation a été identique et les élus en ont convenu donc d'avoir la même politique sur la globalité du territoire. Donc le MOS, dans ce cadre-là, a été un outil d'aide à la décision. Pour les profils d'eau de baignade, donc en application de la directive cadre eau de baignade, qui impose non seulement des analyses des eaux de baignade régulières, mais aussi d'établir et d'évaluer les risques, d'évaluer et de caractériser les risques de pollution sur le bassin versant. Donc ici, vous avez la méthode. Alors, on a établi un pourcentage d'occupation du sol. Vous le voyez sur la carte qui est à droite, avec une caractérisation des espaces naturels et forestiers, agricoles et artificialisés. Il s'agit de recenser les activités et les infrastructures présentes qui pouvaient influencer une pollution et donc être défavorables à la qualité des eaux de baignade. Donc il s'agissait de repérer les domaines viticoles, les zones artisanales, les aires de carénage, bien évidemment, les terrains avec activité équestre et les golfs. Donc là aussi, l'avantage du MOS, c'est une exhaustivité de la base sur la globalité du territoire, donc une uniformité. Dans le cadre d'un, à la demande de l'Université de Nantes, une étudiante s'est servie du MOS du territoire pour créer une base exhaustive des zones de stockage à sec des navires de plaisance. Donc il y a eu, grâce au MOS, un recensement des unités présentes sur le territoire, avec une caractérisation des parcelles, soit en zone artisanale, soit en zone naturelle ou agricole. Et elle s'est servie donc des tables du MOS en les croisant avec la Chambre de commerce. Ce qui nous a donné une base de données exhaustive où elle a pointé tous les zonages de stockage de bateaux et caractérisé ces unités. Alors ce travail a été mené sur les 12 communes du Golfe de Saint-Tropez et devrait être étendu au département du Var. Alors on va passer au cours d'eau. Donc là, j'ai un collègue qui est féru de cours d'eau et de plantes et de petits animaux, et donc qui est chargé donc de la prévention des inondations et de la qualité des milieux. Donc là, dans ce cadre-là, l'objectif était de qualifier la qualité écologique des berges, donc de comparer l'évolution des peuplements et aussi l'évolution entre la répisylve et les cannes de Provence, puisque les cannes de Provence sont des espèces indésirables et envahissantes. Donc, lors de la mise en place de la nomenclature, nous avions sollicité le bureau d'études pour qu'il fasse la différence entre le cours d'eau, les répisylves et les cannes de Provence. Donc, 3 postes différents. Voilà, vous avez un exemple ici de roselière canne de Provence, sur la droite. Je ne sais pas si... Et sur la gauche, vous avez une répisylve. Sur la droite, vous avez aussi une répisylve avec une surveillance toute particulière parce que vous avez une activité
à l'aval de cette ripisylve. Donc là, il y aura une surveillance sur les années futures et sur les mises à jour du MOS pour voir si cette activité ne vient pas dégrader la ripisylve. Et bien évidemment, surveiller la propagation des roselières cannes de Provence. Quoique les roselières, c'est pas comme les cannes de Provence. Hein. Apparemment, c'est pas la même chose. Le suivi des zones humides. Donc là, l'objectif, c'était de définir une stratégie de gestion pour la préservation des zones humides et surtout de l'espèce protégée de la jolie fleur que vous avez sur la droite, qui est une Serapia neglecta. Voilà, donc la méthode était de recenser les zones de prairies et de jachères humides afin d'affiner l'inventaire départemental et de constater les évolutions entre 2 millésimes de MOS, sachant que nous avons un millésime en 2003 et un en 2014. Donc là, la conversion de cette prairie. Donc vous avez sur la gauche une jolie prairie humide. Et sur la droite, cette prairie, 10 ans après, est devenue une parcelle qui a été cultivée en vigne, une terre en inculture et une oliveraie naissante. Donc la petite fleur elle a disparu. Alors pour finir, les atouts de la base de données MOS sur un territoire comme le nôtre, c'est donc une généralisation du traitement à l'identique sur toutes les communes. Elle a favorisé la concertation des différents acteurs, donc en l'occurrence les acteurs politiques du territoire. Elle permet un suivi des mutations et des différents espaces, une adaptation réactive des politiques. L'échelle de la base de données, donc l'unité minimum de collecte, c'est-à-dire que nous avions fait le choix des 500 mètres carrés pour les zones artificialisées et 1000 pour les zones naturelles, ont permis une connaissance très fine du territoire. Et les études menées par la communauté de communes auraient nécessité des moyens humains tellement importants et des technicités que nous ne maîtrisions pas, que nous n'aurions pas pu élaborer tous ces travaux sans cette base de données. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas une spécialiste de ces domaines. Donc, je vous ai mis les adresses mail de mes collègues qui pourront affiner ce que je viens de vous dire. Donc du coup, je vais prendre le relais de Cathy, parce qu'on est pile dans la continuité. Du coup, ce qu'elle a présenté, donc moi je suis Laurent Pinon à l'agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var. Du coup, le deuxième intervenant après Alexandra. L'idée, c'était de vous présenter comment on s'est servi du MOS dans le cadre de la révision du SCOT, puisque comme l'a dit Cathy, c'était un peu l'élément déclencheur. Du coup, on était plutôt content d'avoir des interlocuteurs qui veuillent bien rentrer dans ce niveau de détail pour nous aider, nous, à travailler sur le schéma de cohérence territoriale, sachant qu'on a eu quand même pas mal de freins, de réticences techniques à dépasser au départ, notamment auprès des communes qui avaient toujours peur qu'on aille regarder précisément chez eux ce qui se passe. Il y avait 2 cas d'application que je voulais voir avec vous. C'était au-delà de la question de gestion économe de l'espace qui a été rappelée par Alexandra, qui sont l'élément aussi déclencheur d'évaluation de cette consommation d'espace. Du coup, c'était de voir avec vous comment on a pu se servir du MOS pour nous aider à appliquer la loi littorale sur le territoire et comment on s'en sert au-delà de l'évaluation de la consommation pour définir des objectifs de gestion économe de l'espace. Ça a été un peu évoqué par Alexandra, mais du coup, on viendra sur peut-être des cas un petit peu plus concrets. Donc, dans le cas de l'application de la loi littorale, vous n'êtes pas tous au fait de cette fabuleuse loi qui est un vrai casse-tête pour les documents d'urbanisme locaux. La problématique, c'est que dans les communes littorales, on est obligé de construire en continuité de l'agglomération et des villages existants. La question est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition de ce qui caractérise une agglomération et un village existant. On est vraiment sur des analyses au cas par cas sur la base de jurisprudence. En gros, c'est dès qu'il y a un permis de construire qui se fait attaquer, on se dit finalement ce site-là n'était pas une agglomération, un village existant. C'est le cas sur Saint-Tropez, donc aller faire un SCOT dans une configuration comme ça, où du coup chaque PLU a sa propre vision de c'est quoi l'agglomération et le village existant, et on arrive même à avoir des jugements qui sont contradictoires d'une commune à l'autre, où du coup sur le même type d'espace, on va avoir un coup on est en agglomération et un coup on n'est pas en agglomération.
Donc, quand on essaye de faire une cohérence territoriale à ce niveau-là, on s'est dit, on va utiliser le MOS pour essayer d'avoir un cadre global et cohérent et une analyse complètement objective. Avec une particularité sur le territoire, c'est qu'on est sur des territoires où il y a beaucoup d'habitats diffus, et cet habitat diffus ne constitue pas une agglomération existante. Ça, c'est des éléments de jurisprudence qui sont rentrés dans la durée. Mais alors, finalement, ça revenait à nous dire, c'est quoi l'habitat diffus? Parce que là, c'est pareil, on n'y a jamais à un moment une quantification ou une explication claire de ce qu'est l'habitat diffus. Donc l'idée, c'était qu'on avait un enjeu sur le territoire, c'était de travailler sur une objectivation, et on s'est servi du MOS pour une double raison. Du coup, c'est qu'on avait une vision globale à l'échelle du territoire, et c'était fait par un autre prestataire qui n'avait aucune visée réglementaire derrière, et on s'est appuyé sur leur analyse complètement objective. Donc là, pour le coup, sur le territoire, c'était TTI. Donc on a utilisé le MOS dans toute sa complexité qu'on voit entre les espaces agricoles, naturels et urbanisés pour commencer à travailler. Ce qu'on a pris comme référence, c'est un cas sur le territoire, donc qui était le lotissement de l'Escalier à Ramatuelle, sur lequel on a une jurisprudence qui nous dit que cet espace-là est une agglomération existante. Prendre ça. Voilà, donc ce lotissement-là. Donc à partir de là, nous on s'est dit ça va être notre jauge un peu de référence. Et on a regardé comment TTI avait classé ça dans le mode d'occupation du sol. Donc du coup, c'était du bâti individuel. Et on a évalué la densité de logement qu'on avait sur ces espaces-là. Ça a disparu, mais du coup, on est sur 2,8 logements hectares. Donc on est quand même sur des seuils qui sont assez faibles. À partir de là, on a travaillé sur l'ensemble du territoire pour constituer les espaces d'agglomération. Donc on a pris l'ensemble des postes urbanisés, donc là, au niveau 3 de la nomenclature, en retirant des espaces urbanisés uniquement ce qui était considéré comme bâti diffus. Ensuite, nous avons croisé avec la BD Topo pour avoir les notions de nombre de bâtiments, et on a abouti à un résultat qui nous restait encore à interpréter, avec sur les secteurs en rouge et en orange des secteurs sur lesquels la question d'agglomération ou de village ne nous posait pas de questions, il n'y avait pas d'interprétation possible, et des espaces en jaune sur lesquels il fallait qu'on fasse un travail plus fin d'interprétation pour évaluer en fonction des caractéristiques du bâti et des nombres de construction quels sont les choix qu'on aurait opérés dans le cadre du SCOT. Le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, c'était sur les questions de la gestion économe de l'espace à travers deux exemples. Du coup, l'analyse du foncier potentiellement mobilisable dans l'enveloppe urbaine, et le deuxième exemple qui était la détermination d'objectifs de densité résidentielle. Sur le premier cas, je ne reviens pas à l'obligation réglementaire qui affecte au SCOT d'identifier et de définir des objectifs de gestion économe de l'espace. L'idée, c'était qu'on puisse, une fois qu'on a une connaissance des données de consommation d'espace, quand on nous a dit qu'on a consommé 70 hectares par an, finalement, on n'est pas plus avancé, on n'est pas capable de dire ça serait quoi, est-ce que c'était du mauvais développement ou du bon développement. Donc, dans le diagnostic, on a essayé de travailler à une analyse qui avait été évoquée par Alexandra, notamment de définir ces modalités de développement par rapport à une enveloppe urbaine. Donc, c'est le premier élément qu'on a fait, de définir ce qu'était l'enveloppe urbaine en 2003. Donc, c'est la tache rouge, et ce qu'étaient les extensions de l'enveloppe urbaine par les traits en pointillés. L'idée qu'on a utilisée donc on a utilisé le MOS pour définir cette enveloppe urbaine, en reprenant l'ensemble des postes bâtis que nous avions utilisés pour définir l'agglomération existante, et auquel on a appliqué un processus d'érosion-dilatation, du coup, pour effacer les mini-dents creuses d'espaces naturels agricoles compris dans cette enveloppe urbaine. L'idée étant d'avoir une enveloppe quand même assez simple pour faire les analyses. À partir de là, on a déterminé ce qui était le mode de développement de l'urbanisation entre 2003 et 2014, avec 14% de la consommation d'espace qui s'est réalisée au sein de l'enveloppe urbaine constituée en 2003, ce qui pour nous, du coup, est plutôt vertueux vis-à-vis des modèles d'aménagement suivis par les différentes lois des années 2000. On a eu 17% de l'artificialisation qui était en extension de l'enveloppe urbaine, donc là on est vraiment sur de la consommation d'espace. Et quand même 70% de l'artificialisation des sols qui s'est opérée en discontinuité complète de ces éléments-là. Et c'est sur ces espaces-là qu'on va avoir une attention particulière dans le cadre du SCOT, dans le cadre de la révision. L'idée étant, c'était de tenir compte aussi dans cette déconnexion d'urbanisation. Du coup, on a raffiné l'analyse. En fait, l'essentiel de ce développement déconnecté de l'enveloppe urbaine, c'était juste par remplissage des anciennes zones NB, les fameuses. Donc du coup, on n'était pas non plus sur de l'artificialisation d'espaces complètement vierges.
Là, dans le détail, à peu près ce que ça représente, du coup, je pense que les présentations seront fournies à la suite. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait pour évaluer, se projeter dans le futur? Donc, on a croisé le MOS avec les documents d'urbanisme approuvés pour voir l'ensemble des zones U et à urbaniser qui étaient aujourd'hui non construites. Donc là, on a identifié un certain nombre de potentiels fonciers qui étaient assez conséquents. On a aussi essayé d'identifier le potentiel de densification, de remplissage et d'encreuse, notamment dans le cas de la loi Allure, où on a une densification importante au sein des espaces urbanisés. Donc là, nous avions fait le choix d'identifier uniquement les parcelles qui étaient à composante naturelle ou agricole d'un seul tenant et qui faisaient au moins 5000 m² de surface. À partir de là, on a fait des analyses multicritères avec des critères qu'on appelait qualifiants pour le développement, donc soit autour des centres villageois, soit autour d'axes TC de transport en commun projetés. Et enfin, comme outil d'aide à la décision, c'était de permettre aux élus de leur dire voilà, vous avez X hectares de sites d'analyse. Dans ces sites-là, vous avez tant de pourcentage dans l'enveloppe urbaine de 2014, d'autres pourcentages qui sont en extension. Et l'idée là, c'est d'aider les élus à faire le choix en matière de gestion économe de l'espace. Sur la base de dire on est capable de mobiliser des sites qui répondent prioritairement à des critères de qualification et en essayant d'écarter au maximum ceux qui ne répondent pas à des critères de qualification. Le deuxième exemple que je voulais voir avec vous aussi là-dessus, c'était sur la détermination de densité résidentielle. Parce qu'en accompagnement de la gestion économe de l'espace, souvent on va identifier du foncier disponible, mais il faut savoir comment on va mobiliser ce foncier. L'idée étant, c'est qu'on ne gaspille pas le foncier qu'on a et qu'on maintienne des marges de manœuvre pour le futur. Donc là, l'idée, c'est de trouver des outils d'aide à la décision sur la définition d'objectifs de densité résidentielle. Donc là, c'est pareil, on est parti sur des éléments de diagnostic, savoir qu'est-ce qui s'est passé entre 2003 et 2014. Et là, on est parti sur un croisement des données du mode d'occupation du sol avec les fichiers fonciers des impôts. L'idée étant, c'était de pouvoir déterminer entre 2003 et 2014 quelle a été la densité résidentielle moyenne définie sur chaque commune. Donc on voit sur cette carte-là, quand on croise les données, on est capable d'avoir un nombre de logements total sur les espaces gagnés entre 2003 et 2014, avec les points bleus qui sont affectés à une surface rouge, du coup, qui correspondent à l'extension de l'urbanisation, et les points bleus qui ne sont pas affectés à une tache rouge, du coup, qui sont, eux, des opérations de renouvellement urbain et d'intensification de l'urbanisation. Ça nous a permis d'avoir un portrait à l'échelle du territoire sur ces densités résidentielles moyennes, où en gros sur le golfe de Saint-Tropez, en matière de diagnostic, on est sur une densité de 15 logements par hectare, avec une très forte hétérogénéité. Du coup, entre Cavalère, où il y a eu beaucoup d'opérations de renouvellement urbain, on était sur l'ordre de 50 logements hectares, et Ramatuelle, qui n'est pas dans les mêmes configurations géographiques, où l'on était sur une densité de 4 logements hectares. L'idée, c'était aussi de voir les dynamiques en cours entre 2003 et 2014 et d'évaluer des communes qui ont une densité résidentielle qui a diminué et celles qui ont augmenté. L'idée étant, c'est de voir à un moment donné les efforts à faire vers le projet futur du territoire et qu'on puisse arriver à faire positionner les communes sur une trajectoire, en sachant que quand on perd une densité résidentielle, on va essayer de leur dire qu'il faut peut-être inverser la tendance. Et quand on est sur une dynamique d'augmentation forte de densité résidentielle, il faut voir si on maintient sa dynamique forte, si on essaye aussi peut-être de la réduire un petit peu pour des questions en fonction des enjeux du territoire, notamment d'insertion paysagère des constructions. Donc à partir de là, quand on recroise les potentiels fonciers et les densités résidentielles moyennes, là c'est pareil, c'est dans des outils d'aide à la décision. Du coup, c'était de projeter par rapport aux objectifs de production de logements qui sont attendus, le foncier qui serait nécessaire pour répondre aux objectifs de production de logement, avec à chaque fois une évaluation en fonction de la projection tendancielle et de leur faire des pistes de proposition vers une amélioration de performance en retravaillant sur ces densités moyennes à l'hectare. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour compléter sur le SCOT au-delà de ces questions-là et qu'en fait cette base de données-là, quand on est auteur de SCOT, c'est une vraie mine d'informations en tout cas pour pouvoir faire des analyses à condition qu'on ait aussi d'autres données et que c'est pas que des questions de gestion économe de l'espace et que c'est pas non plus qu'une thématique de géomaticien en fait. L'occupation du sol, ça sert vraiment aussi quand on est sur d'autres thématiques. Si vous avez des questions. Merci Laurent. Je confirme, sa présentation sera bien en ligne sur le site du CRIJ, ainsi que la petite vidéo. Donc vous pourrez même le réécouter.
et le revoir. Donc merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Hélène ? Oui, votre présentation est très riche, bravo. Vous touchez à un point sensible qui est la qualification des formes urbaines en termes de densité, que vous avez évoqué dans l'Oxol. Il faut d'ailleurs soulever la richesse très très forte de la nomenclature CRIJ sur cette question-là. Donc on l'a produit dans plusieurs conditions, on l'a contrôlé aussi sur Toulon. Non, tout ça pour dire que vous évoquiez le fait que le BE chargé de la production était un élément d'objectivisation de votre point de vue. Mais je dirais que derrière, il faut que le bureau d'études se donne les bons moyens et les bonnes règles pour justement classer ces formes de densité, avec toute la difficulté qu'on ne peut pas suffire malheureusement d'opérateurs d'analyse spatiaux. La distance entre bâtis, par exemple, est intéressante, mais elle ne répond pas aux formes urbaines qu'on peut lire et toute la difficulté de reconstituer finalement des formes d'historique aussi de cette construction. Donc en deux mots, voilà comment cette question épineuse a été résolue. Alors du coup, ça a été un travail méthodologique qui était fait bien en amont avec le prestataire. Du coup, donc effectivement, il y avait ces bases de données d'objectivation avec des questions de périmètre autour des bâtiments, des constructions. Après, l'idée, ça a été de travailler aussi avec les techniciens du territoire et avec le DAT en charge du SCOT, du coup, pour aider à lire cette objectivation, en fait. Il y avait quand même une interprétation à avoir pour ne pas tomber dans juste un modèle complètement mathématique. Mais globalement, quand je parlais d'objectivation, c'était surtout d'avoir un œil neutre et pas un œil qui était perverti par la recherche de l'application de la loi littorale. Puisque là, du coup, on aurait forcément été chercher le bâti diffus en essayant de lui donner un caractère très aggloméré pour essayer d'avoir une enveloppe un peu plus importante.